pour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Après plusieurs mois de calme relatif, un nouvel attentat piégé secoue le Liban. Un kamikaze fait exploser sa camionnette piégée devant un barrage des forces de sécurité intérieure à Dahr el-Baïdar. Bilan 2 morts et une trentaine de blessés. Coup de filet spectaculaire des FSI dans le quartier commercial et très fréquenté de Hamra à Beyrouth. Une vingtaine de personnes soupçonnées de faire partie d'un groupe extrémiste ont été arrêtées à l'hôtel Napoléon. L'ONU tire la sonnette d'alarme, plus de 50 millions de déplacés à travers le monde, un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. La moitié sont des enfants victimes de conflits ou de persécutions. Et à suivre également dans ce journal, en Irak, l'armée s'apprête à lancer une contre-offensive au nord de Bagdad pour stopper la progression des djihadistes de Daesh. Barack Obama exclut le déploiement des troupes américaines, mais pas l'utilisation de frappes aériennes. Le Liban renoue avec la peur des attentats suicides. Après plusieurs mois de calme relatif, une camionnette piégée a explosé devant un barrage des forces de sécurité intérieure à Dahr el-Baïdar, dans le Mont-Liban. Bilan, au moins 2 morts, un agent des FSI et le kamikaze, ainsi qu'une trentaine de blessés. Le ministre de la Santé, Wael Boufaoul, a demandé à tous les hôpitaux de recevoir les blessés. Une fausse pièce d'identité au nom de Lutfi el-Jabbaoui, 30 ans, a été retrouvée à l'intérieur du véhicule. Le chef des FSI s'est rendu sur le lieu de l'explosion. Selon le général Ibrahim Basbous, la camionnette piégée se dirigeait de la Beka vers Beyrouth. Elle a dû rebrousser chemin suite à des informations qui ont poussé les services de sécurité à la prendre en chasse. Le kamikaze s'est fait exploser au barrage des FSI qui voulaient fouiller le véhicule. Le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a pour sa part affirmé que l'attentat a eu lieu juste après le passage de son convoi. Et puis le Premier ministre Tamam Salam a convoqué une réunion sécuritaire urgente au Grand Sérail en présence des principaux responsables de la sécurité ainsi que des ministres de l'Intérieur et de la Défense. Les forces de sécurité ont par ailleurs coupé plusieurs routes à Beyrouth en raison de menaces sécuritaires. Les routes de Hanettine, Bel Hassan, de l'ambassade koweïtienne, de l'UNESCO, de l'aéroport ainsi que de l'hôpital militaire ont été bouclés. L'autre gros titre de ce vendredi, c'est ce coup de filet spectaculaire à Hamra, dans l'ouest de Beyrouth. Les forces de sécurité intérieure ont pris d'assaut l'hôtel Napoléon rue D'ici. Une vingtaine de personnes soupçonnées de faire partie d'un groupe extrémiste ont été arrêtées. Plusieurs opérations de perquisition ont également eu lieu dans d'autres régions libanaises. Et puis les réactions et les condamnations ne se sont pas fait attendre. Saad Hariri a appelé les Libanais de toute confession et appartenance politique à la plus grande vigilance et à l'unité nationale. Le chef du Courant du Futur a souligné dans un communiqué qu'il faut faire face à ce qui se trame contre le Liban et la région pour provoquer des dissensions confessionnelles. Le ministre de la Défense, lui, se veut rassurant. Sami El-Mokbel a appelé les Libanais à ne pas paniquer, indiquant qu'il y a des barrages et des mesures préventives considérables déployées dans toutes les régions libanaises. Il a assuré que la situation est sous contrôle et que toutes les forces de sécurité et l'armée sont en état d'alerte et prêtes à agir. Et puis par mesure de précaution, l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, a annulé une visite prévue au ministère des Affaires étrangères à Beyrouth, où il devait s'entretenir avec le chef de la diplomatie, Gebran Bassil. Les médias avancent des raisons sécuritaires. L'ambassade de France à Beyrouth a, elle, demandé à ses ressortissants de limiter leurs déplacements au Liban. Les Français résidant dans le pays ont reçu le texte suivant. Suite à l'attentat de Dahr el-Baïdar, se limiter aux déplacements indispensables ce 20 juin, consigne valable pour l'ensemble du pays. Et puis l'ambassade a par ailleurs condamné l'attentat et exprimé son soutien aux institutions et forces de sécurité sur son nouveau compte Twitter, lancé ce vendredi. Vous pouvez désormais suivre les annonces et activités de la mission diplomatique sur son compte @ambafrance Liban. Nouvelle journée sanglante en Syrie. Un attentat à la voiture piégée a fait 34 morts et une cinquantaine de blessés à Houra. Ce village de l'ouest du pays se situe dans la province de Hama. L'agence de presse officielle parle d'un acte terroriste, un terme utilisé par Damas pour désigner les rebelles qui ont pris les armes contre le régime de Bachar el-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait quant à lui état de 37 tués et d'une quarantaine de blessés. Cet attentat a été revendiqué sur Twitter par le Front islamique, une coalition de rebelles islamistes. Ils disent avoir visé des militaires syriens, mais de nombreux civils figurent parmi les victimes.
On reste en Syrie où un photographe danois retenu en otage depuis 13 mois a été libéré. Daniel Rai Ottesen, un reporter indépendant de 25 ans, s'était rendu sur place pour témoigner des conditions de vie des civils, notamment des enfants. Il avait été enlevé le 17 mai 2013. 51,2 millions de réfugiés dans le monde fin 2013, un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, soit 6 millions de plus qu'en 2012, dont 2,5 millions de Syriens. Dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut-Commissariat de l'ONU tire la sonnette d'alarme. D'autant qu'avec la contagion régionale du conflit syrien vers l'Irak, il s'attend à des déplacements massifs d'Irakiens. Les chiffres du HCR couvrent les populations qui choisissent l'exil, réfugiés ou demandeurs d'asile, mais aussi les déplacés de l'intérieur qui ont quitté leur foyer sans quitter leur pays. La moitié de ces déracinés sont des enfants victimes de conflits ou de persécutions. L'Afrique a été le continent le plus touché par les déplacements de population l'an dernier, notamment le Soudan du Sud et la Centrafrique. Dans un instant, direction le Brésil pour faire le point sur le mondial 2014. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV et tout de suite le point sur la situation en Irak où les combats entre insurgés et forces gouvernementales se poursuivent. Les contrôles sont renforcés à Kirkouk, reprise aux djihadistes de Daesh par les Peshmerga, les forces armées du Kurdistan irakien. La ville pétrolière est désormais sous leur contrôle et celui de l'armée. Il s'agit désormais d'éviter une dégradation de la sécurité. À Bagdad, l'armée s'apprête à lancer une contre-offensive. Plus de 2 millions d'Irakiens se seraient portés volontaires pour combattre aux côtés des soldats. Et puis près de Samara, où la ligne de front entre djihadistes et militaires s'est figée ces derniers jours, la contre-attaque se prépare aussi. Tikrit, ville natale de l'ancien dictateur Saddam Hussein, est tombée entre les mains de Daesh peu après Mossoul. Malgré la situation en Irak, pas question pour les États-Unis d'envoyer des troupes de combat, c'est ce qu'a déclaré Barack Obama. Le président américain envisage cependant d'envoyer 300 conseillers militaires pour entraîner et soutenir l'armée irakienne face aux djihadistes. Le chef de la Maison-Blanche n'exclut pas non plus d'éventuelles frappes aériennes. Il a précisé qu'aucune décision ne sera prise sans avoir consulté le Congrès américain, les dirigeants irakiens et les leaders dans la région. Mais Obama a surtout insisté sur la nécessité d'une solution politique qui passe, selon lui, par la mise en place d'un dialogue entre toutes les communautés irakiennes. En ce qui concerne l'intervention de la France en Irak, Laurent Fabius a déclaré qu'il n'y en aurait qu'à la demande du gouvernement irakien et avec l'approbation des Nations Unies. Le chef de la diplomatie française a aussi appelé Bagdad à former un gouvernement d'union nationale. On l'écoute. Il faut suivre tout cela, en liaison bien sûr, avec l'ensemble de nos voisins. Les condamnations, elles sont une chose, oui. Mais après, la question ne se poserait que si l'Irak demande qu'il y ait une réunion pour qu'il y ait intervention. Est-ce que vous souhaitez une intervention militaire internationale? Je pense que aujourd'hui, elle ne peut être efficace que si elle est relayée par un Irak uni. Sinon, vous savez, les interventions, lorsque c'est les uns contre les autres et qu'il n'y a pas d'union nationale, c'est très très périlleux. Là, je veux, si vous voulez, venir un petit peu à la défense des États-Unis. Lorsqu'ils sont intervenus, et là, c'était complètement à tort, mais lorsque les États-Unis interviennent, on leur dit, on leur reproche d'intervenir. Lorsqu'ils n'interviennent pas, on leur reproche aussi de ne pas intervenir. Ce que je veux dire, et j'essaie d'en tirer la leçon, c'est que en fait, on est dans un monde que moi j'appelle zéro polaire. Je m'explique en deux mots. Pendant des années, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux puissances qui finalement ont réglé la donne. Les États-Unis et l'URSS. Ensuite, il y a une période, au moment de la chute du mur de Berlin, où il n'y a eu plus qu'une puissance qui était les États-Unis. Donc, on est passé de l'ère bipolaire à l'ère unipolaire. Et aujourd'hui, on est dans le zéro polaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron. Plus personne. Et du coup, quand il y a des crises, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, on n'est pas capable, malheureusement, aujourd'hui, d'imposer une solution. L'opération de recherche menée par l'armée israélienne en Cisjordanie fait une nouvelle victime. Un adolescent a été abattu près de Hébron, touché à la poitrine, il est mort sur le coup. Il s'agit du deuxième Palestinien tué depuis le début de cette intervention menée par Tsahal et destinée officiellement à retrouver 3 jeunes Israéliens disparus depuis maintenant 8 jours. Ces enlèvements que le gouvernement israélien impute au Hamas sont aussi l'occasion pour Israël de porter un coup sévère au mouvement islamiste. La nuit dernière à Jénine, bastion de la résistance palestinienne, de violents affrontements ont éclaté entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens.
Le président ukrainien doit dévoiler ce vendredi son plan de paix en 14 points destiné à régler pacifiquement la situation dans l'est de l'Ukraine. Le plan de Petro Poroshenko comprend des volets politiques, économiques et sécuritaires, mais rien ne semble-t-il pour l'heure sur une trêve unilatérale. Il avait pourtant déclaré qu'il ordonnerait sous peu un cessez-le-feu à ses troupes pour permettre aux rebelles de déposer les armes. Sur le terrain, les combats continuent. De violents affrontements ont eu lieu cette nuit près de Krasny Liman, non loin de Donetsk. L'armée ukrainienne affirme avoir repris le contrôle de la frontière russe. Son état-major fait état de 300 séparatistes tués. L'équipe de France affronte ce soir la Suisse, son plus sérieux rival du groupe E du Mondial 2014. Objectif pour les Bleus, faire un grand pas vers la qualification en huitième de finale après leur victoire 3-0 contre le Honduras. Les calculs sont simples, le billet pour les huitièmes est assuré si les troupes de Didier Deschamps battent les Suisses et que l'Équateur ne s'impose pas contre le Honduras. Rendez-vous donc à Salvador de Bahia à 22h, heure de Beyrouth. Vous savez, on est dans une configuration où on a des matchs tous les 5 jours. On a beaucoup travaillé en préparation aussi, les joueurs se connaissent, donc je veux que l'ensemble des 23 se sentent concernés et soient prêts pour demain. Il y en a évidemment que 11 qui débuteront, vous le savez bien, mais je veux que tout le monde soit là, prêt au cas où. Comme je l'ai dit, je le répète, on s'annonce vraiment un match difficile, ça sera un grand match. Et puis lorsqu'on a l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres poules, on se rend compte qu'il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petits matchs. Tous les matchs sont à prendre sérieusement et il faut se donner à 100% pour obtenir le meilleur résultat possible, à savoir la victoire. Sensation hier à Sao Paulo au terme d'un match à suspense. L'Uruguay s'est imposé sur le fil face à l'Angleterre 2-1. Les Anglais doivent désormais compter sur un miracle pour se qualifier en huitième de finale. Luis Suárez, auteur d'un doublé pour la Céleste, a signé un retour fracassant. La Céleste, qui compte désormais 3 points, revient dans la course aux 2 premières places qualificatives de ce groupe D, qui compte aussi l'Italie et le Costa Rica. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Après plusieurs mois de calme relatif, un nouvel attentat piégé secoue le Liban. Un kamikaze fait exploser sa camionnette devant un barrage des forces de sécurité intérieure à Dahr el-Baïdar. Bilan 2 morts et une trentaine de blessés. Coup de filet spectaculaire des FSI dans le quartier commercial et très fréquenté de Hamra à Beyrouth. Une vingtaine de personnes soupçonnées de faire partie d'un groupe extrémiste ont été arrêtées à l'hôtel Napoléon. L'ONU tire la sonnette d'alarme, plus de 50 millions de déplacés à travers le monde, un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. La moitié sont des enfants victimes de conflits ou de persécutions. Et puis en Irak, l'armée s'apprête à lancer une contre-offensive au nord de Bagdad pour stopper la progression des djihadistes de Daesh. Barack Obama exclut le déploiement des troupes américaines, mais pas l'utilisation de frappes aériennes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Très bon week-end et à demain.